Alors, 3e obligation est l'obligation liée à la convention écrite. Alors nous souhaitons vraiment, remettre, on et bon, il y a eu pas mal de problèmes qui se sont déroulés entre utilisateurs et entreprises et après consultation, tant des entreprises que des utilisateurs, nous avons convenu de, l'obligation de conclure à une convention écrite, qui n'était pas obligatoire par le passé et qui en plus devra, comporter des mentions, minimales. Alors 1, le rappel des tâches autorisées. C'est parfois très intéressant parce que le bon nombre de travailleuses ne savent pas toujours dire non à un utilisateur qui leur demanderait de faire une tâche interdite. En le précisant, dans la convention écrite, on rappelle à l'utilisateur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. 2, le rappel de l'interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l'exécution de la convention. Voilà, c'est ce qui nous permettra plus tard de pouvoir justement exclure certains clients, qui auraient des comportements, qui ne sont pas compatibles avec le bien-être de la travailleuse. Troisièmement, les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée. Ça, concrètement, c'est à la demande des entreprises et ça permet enfin de dire: «Mais voilà, même si ce n'est pas toujours facile de réclamer, des titres-services pour des prestations qui n'ont pas eu lieu, mais voilà, il est bien de le préciser ici. Les modalités selon lesquelles l'entreprise agrée réparer l'éventuel dommage, causé aux biens et aux personnes. Voilà, les utilisateurs ne sont pas toujours au courant, de la démarche à suivre et bien voilà, nous avons souhaité que, cette démarche soit précisée au sein de, la convention écrite. Alors, ici pour les travailleuses, un listing du matériel et des produits mis à disposition par l'utilisateur et ici peut-être plus précisément ce que l'on ne souhaite plus. Alors, vous allez me dire: «Oh, ça fait beaucoup de travail pour l'entreprise». Je suis à l'heure actuelle, en train de demander au à la commission d'agrément des entreprises, titre service de proposer une convention écrite type qui reprendra, l'ensemble, enfin qui reprendra un modèle si vous voulez de convention écrite qui pourrait être proposée, à l'utilisateur et qui facilitera les choses. Mais en fait ici, c'est vraiment le but derrière cela est d'éviter que, les travailleuses se voient, travailler avec, des produits, très dangereux et autres et donc c'est un peu de repréciser quels types de produits peuvent être utilisés et surtout quels types de produits ne peuvent pas être utilisés, afin de conscientiser, l'utilisateur au fait que, bah, voilà, l'aide ménagère n'est pas là pour utiliser des produits toxiques ou nocifs, heu, à sa santé. 6°, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs. Étant donné que le domicile est un lieu privé, il est parfois compliqué, pour l'entreprise de dire: «Beh, voilà, moi j'aimerais me rendre sur place pour aller contrôler à un moment donné la travailleuse pour voir si tout va bien» et donc on insère dans cette convention écrite la possibilité de le faire. Ainsi l'entreprise peut à un moment donné, pour autant qu'elle ait prévenu l'utilisateur, vous connaissez comme moi les règles à ce niveau-là, mais enfin voilà, qu'il soit prévu que l'entreprise peut se rendre, pour autant qu'elle ait prévenu l'utilisateur, au domicile de l'utilisateur. Nouveauté, parce que je suppose que dans vos conventions écrites, ce que je viens de décrire, jusqu'à présent était présent. Heu, lors de toute nouvelle prestation, nous avons souhaité qu'un représentant de l'entreprise accompagne, la travailleuse. Avant l'exécution d'un travail. Alors ça peut se faire avant, lors d'une visite de l'entreprise, ça peut se faire le jour même, le jour où la travailleuse vient, mais quoi qu'il en soit, nous ne souhaitons plus qu'une travailleuse, se rende dans un domicile que l'entreprise ne connaît pas. On ne connaît pas l'utilisateur, on ne connaît pas, on n'a pas vu quel était le type de maison. Est-ce que cette maison était dangereuse, comportait enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on n'a pas souhaité le notifier. On a juste dit: «Voilà, allez contrôler que tout est bien». L'employeur est, chargé de la sécurité et du bien-être de ses travailleurs, qu'il, fasse la qu'il mette tout en œuvre en tout cas
pour que cela soit respecté. Et donc voilà, nous souhaitons donc que pour chaque nouvel utilisateur, l'entreprise se rende sur place pour vérifier que tout est correct et en termes de sécurité et aussi, parce que ça arrive très régulièrement, heu, que l'attente de l'utilisateur, en termes de propreté soit conforme au nombre d'heures, prestées par l'aide ménagère. J'entends par là, certaines grandes maisons où, en 3 heures ou 4 heures, l'utilisateur estime que cela suffira pour que la maison soit nickel et n'est pas content de son aide ménagère parce qu'elle estime qu'elle a mal travaillé. C'est à un moment, ce n'est pas à l'aide ménagère à se justifier par rapport à ça, mais bien à l'entreprise de voir si le temps de travail correspond bien en à l'attente, entre guillemets, à l'attente de l'utilisateur en termes de propreté et de résultats. Donc vous avez 1 an, pour vous y, pour réaliser cette, voilà, que tout soit de nouveau mis en place au niveau de cette convention écrite et donc que vous ayez bien chaque convention écrite, de nouveau avec une sanction administrative qui peut aller donc de 10 à 20 € et cette amende qui est multipliée par le nombre de conventions qui n'ont pas été constatées, par écrit. Je précise, concernant la «visite» entre guillemets, heu, lorsque l'utilisateur est connu de l'entreprise, même si vous changez d'aide ménagère, l'entreprise n'est pas obligée de se rendre de nouveau sur place si l'utilisateur est connu ou si l'aide ménagère vient d'une autre société et travailler déjà avec un certain utilisateur, c'est très facile pour l'administration et pour le forum de mettre en comparaison. Il y a un code travailleur, il y a un numéro d'utilisateur. On voit tout de suite si la travailleuse s'est déjà rendue ou pas chez cet utilisateur. Donc c'est très facile à voir. Donc ici, on parle bien uniquement des nouveaux clients parce que voilà, de temps en temps, il y a des remplacements qui sont faits. Si vous changez de travailleuse, vous n'êtes pas obligé d'aller revoir chez l'utilisateur, bien entendu. À partir du moment où l'utilisateur est connu, il n'y aura pas besoin, de se rendre de nouveau, sur place. Heu, oui, je vais peut-être m'arrêter aussi pour celle-ci avant de passer à toutes les sanctions administratives. Est-ce qu'il y a éventuellement une question par rapport à cette convention écrite? Je vois qu'il y a une main qui est levée. ISI titre service? Vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, j'ai une question par rapport au fait que l'entreprise agréée doit se rendre au domicile des nouveaux utilisateurs pour présenter, je dirais, la dame ou la personne qui va travailler et voir, comme vous venez de le dire, euh, si les heures que la cliente donne correspondent à ce qu'elle demande comme travail. Ben, Oui. moi, je le fais déjà depuis toujours. C'est dans comment dirais-je, c'est dans le contrat que je fais signer à mes clients. Maintenant, vous mettez une sanction là-dessus. Je peux comprendre, mais comment feriez-vous pour vérifier, par exemple, euh, si tout le monde se présente ou va présenter son aide ménagère? Comment est-ce que vous pourriez contrôler cela? Oh, très facilement, je dirais, bon, ça c'est à l'inspection, c'est l'inspection qui se charge de ça, mais simplement par un contact, entre, soit avec l'utilisateur, soit si au niveau de la convention, il est bien précisé que dans le contrat, une visite préalable a été faite avant une prestation d'une travailleuse de la société, ça a été signé. Enfin, il y a moyen de le faire. Alors bien sûr, comme dans tout, il y aura il y a toujours moyen de pas de contourner la loi. Ça forcément, dans certains cas, ça va se faire, mais la sanction ici, de 10 à 20 €, concerne plus la convention écrite que le fait que l'entreprise ait accompagné ou pas le travailleur sur le lieu de travail, hein. Donc la sanction est bien par rapport à la convention écrite. Mais concernant le fait que l'entreprise doit accompagner le travailleur, il y a toujours moyen il y a toujours moyen de le vérifier et comme vous le dites, très justement, je pense qu'il y a une majorité d'entreprises qui le font et chez vous et dans les entreprises d'insertion.
Maintenant, je me répète, c'est pas toujours le cas dans les entreprises commerciales. Et donc, j'ai envie de dire que quelque part, certaines obligations présentes dans ce décret ne sont finalement que de bonnes pratiques que nous avons voulu rendre obligatoires pour l'ensemble du secteur. Les bonnes pratiques qui ont été prises dans différentes entreprises du secteur titre-service et que nous avons souhaité qu'elles s'élargissent à l'ensemble du secteur, et donc nous les avons rendues obligatoires. Voilà une autre façon aussi de voir les choses, même si dans les faits, il s'agit d'une obligation qui peut être sanctionnée quand elle n'est pas respectée. Mais voilà, une autre façon de voir les choses est de se dire que ce sont de bonnes pratiques qui sont maintenant généralisées pour l'ensemble du secteur. D'accord, merci. Une toute dernière question. Euh, de mon côté, en ce qui me concerne, ce que je rencontre comme difficulté, c'est la chose suivante. Les nouveaux clients ou même des anciens ne veulent pas forcément signer le contrat avec la société. Ils ne veulent pas et rien ne les oblige. On peut pas, je pense pas que je puisse les obliger à signer le contrat écrit. Non, je ne pense pas que vous puissiez le faire. Maintenant, 2 éléments, forcément, si après plusieurs rappels, le client, ne l'a pas fait, si vous avez une preuve comme quoi, à plusieurs reprises, vous avez sollicité le client et il n'a pas répondu, on ne vous sanctionnera pas. Surtout que voilà, dans un premier temps, j'imagine que l'inspection va être, plus tolérante. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, c'est une volonté du cabinet. Nous ne souhaitons pas sanctionner bêtement et méchamment les entreprises. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et l'inspection ne doit pas le faire pour ça. L'inspection est, je vois plus ça, moi, en termes d'éducation, quoi. C'est vraiment pour apprendre à certaines entreprises certaines bonnes pratiques. Et mais voilà, nous sommes obligés de passer parfois par des sanctions et c'est pour ça que nous le faisons. Mais le but n'est pas de voilà, je ne pense pas, rassurez-vous qu'ils vont aller constater: «Ah tenez, regardez pour celle-ci, vous n'avez aucune preuve, on va vous sanctionner». Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Maintenant, le cabinet n'est pas responsable de l'inspection et nous n'avons aucune autorité sur le service d'inspection qui est totalement indépendant et c'est tout à fait normal qu'il le soit. Donc mais lors des discussions avec eux, la manière dont nous avons présenté les choses était qu'ils fassent preuve d'une certaine flexibilité sur cela. Le but n'est pas vraiment de sanctionner, mais un courrier qui a été envoyé à l'utilisateur, un recommandé à un moment donné, s'il n'a pas toujours répondu au premier courrier que vous avez envoyé, vous avez une preuve que vous avez envoyé un recommandé, c'est terminé. Il ne le signe pas, il ne le signe pas. Moi, à ce moment-là, je vous conseillerais de vous séparer du client, mais parfois, voilà, c'est des clients avec beaucoup C'est pas, d'heures. là, c'est C'est pas pas toujours évident, la, c'est pas évident, c'est pas je veux évident dire, pour à ça. partir du moment où il y a une À relation commerciale, faire. il y a un contrat qui, voilà, c'est pour ça. Avant, ça pouvait être une convention tacite. Maintenant, on a voulu qu'elle soit par écrite pour bien lier les choses. Maintenant, dites-vous aussi que ce travail d'éducation des entreprises que nous sommes en train de faire, nous allons le faire exactement la même chose avec les clients. Un courrier est prêt pour être envoyé à l'ensemble des utilisateurs, un peu de la même manière que nous avons fait lorsque pour prévenir des risques du Covid et que j'ai rédigé un courrier à l'ensemble des utilisateurs qui étaient envoyés par Sodexo pour leur rappeler quelles étaient les règles élémentaires de sécurité dans l'habitation lorsqu'une une aide ménagère est présente, les bons gestes les bons gestes à avoir. Donc eux vont être aussi conscientisés sur le fait qu'ils doivent signer cette convention écrite. Ça, c'est une Dans le bonne même chose, hein. dans le même ordre d'idées, et on peut parler de ça, j'ai conscientisé également, les syndicats, les permanents syndicaux pour leur dire: «Voilà, on s'est battu pour avoir des heures, nous avons eu des heures de formation à proposer aux travailleuses. À vous aussi à répéter l'importance des heures de formation et que les travailleuses, je vous le jure, ne trouvent pas de prétexte pour ne pas faire ces formations». Donc je pense que ça a été voilà, on a écouté énormément de personnes, on a essayé de tenir compte de l'avis de tout le monde. Le but n'était pas d'ennuyer, le but était vraiment tant pour les entreprises, mais
principalement, parce que je me dois d'être honnête, ces nouvelles obligations sont plus dirigées dans ce cas pour les travailleuses, pour leur protection, pour leur bien-être. Et il y a pas mal d'obligations qui sont principalement inscrites dans le but de les aider dans le bien-être et dans la protection de leur travail. Et donc voilà, je me doute que sur certains aspects, c'était parfois contraignant, et c'est même très contraignant pour les entreprises, mais voilà, il nous semblait important en tout cas d'apporter à ce moment-ci, et surtout compte tenu du contexte compliqué post-Covid, enfin même encore intra-Covid, parce que voilà, vous y êtes encore confronté maintenant, et je me doute qu'il y a pas mal d'heures qui sont qui passent à la trappe avec ça, et donc il fallait vraiment apporter quelque chose et essayer d'améliorer les conditions de travail des travailleuses, et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce décret. Merci bien. Madame Reginster, vous avez aussi une question? Vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Voilà. Écoutez, par rapport à cette obligation liée à la convention écrite, moi, je le fais déjà depuis un certain temps, donc je me rends systématiquement chez le nouveau client avant d'envoyer ma technicienne de surface, et je pense que cela suffit amplement parce que je vérifie les conditions pour voir si elles sont correctes avant d'envoyer la travailleuse. Avec l'expérience, j'imagine que bon, on peut me faire confiance. Maintenant, si je dois aller avec ma travailleuse sur le lieu d'exécution, il faut que je dégage un créneau qui arrange la technicienne, qui m'arrange moi, qui arrange le client, vous imaginez, et quoi, la femme d'ouvrage, elle va être payée comment, etc. Concrètement, je pense que vous aurez dû simplement mettre que c'est l'entreprise qui vérifie. C'était déjà très, très bien. Mais Je pense que dans les faits, ça va l'être. C'est peut-être mon PowerPoint mais je pense que dans les faits, en comme vous relisant le ce que mettez là, j'ai je le indiqué, comprends. Oui. oui, C'est pas non, je ne pense pas c'est très, très mal c'est pas indiqué. obligatoire. Oui, non, Ah ce n'est d'accord. pas la volonté en tout cas. C'était Parce pas que la quand vous volonté. Si c'est ah bah alors oui, là j'en conviens. je suis d'accord avec vous parce que moi je m'en assure systématiquement, et je pense que si vous ne serez pas dégagé un créneau que le travailleur, c'est pas possible. Donc il faudra que vous modifiez votre phrase en fonction. Si Ça, c'est possible. Non, ça, c'est possible. Ça, c'est possible, en effet. Si c'est je revérifierai parce que là, je revérifierai si c'était inscrit comme cela, mais non, je peux comprendre. Sur cet aspect-là, je peux comprendre et ça pourrait être changé. C'est vrai que, c'est super tant important, que je trouve. oui, non, je comprends, je comprends. Parce que Oui, de bien toute sûr. manière, moi, il y a une évaluation après 15 jours, je laisse deux prestations pour vérifier si tout se passe bien. Donc, j'ai quand même toujours un contact après avec le client. Mais aller avec la travailleuse sur le terrain, franchement, ça va pas être faisable. Voilà. Non, je comprends, je comprends. Je revérifierai la phrase qui est indiquée, mais tant qu'il y a un passage de l'entreprise, c'est vrai que le travailleur n'est pas mais et en même temps, attendez, je vous dis ça, mais je pense que dans une relation aussi contractuelle entre une société et un utilisateur, quand on sait que, voilà, c'est l'entreprise qui amène quelqu'un dans le domicile de la personne, présenter sa travailleuse, revêt un caractère aussi important, et je pense que ça crée une relation, de confiance entre l'utilisateur et l'entreprise. Donc Oui, je oui, comprends ce que vous me dites, hein, mais c'est parce que je réfléchis tout, et c'est toujours la difficulté dans ces cas-là. Je comprends d'un point de vue pratique ce que vous êtes en train de me dire. J'hésite tout de même, j'hésite. mais C'est à voir, c'est à discuter en tout cas. Je ne je ne vous dirai pas une réponse tranchée, aujourd'hui, j'y réfléchirai. Je réfléchirai, je verrai, si on peut ou pas, changer, mais bien sûr, voilà. ça peut être un plus, mais puis si vous l'avez fait au préalable, vous pouvez venir. Bon, il faut dégager du temps pour pouvoir faire ça, je ne dis pas, mais puis nous, on assure un suivi de toute manière. Donc, voilà. Mais il faudrait quand même être très, très précis par rapport à parce qu'accompagner le travailleur, Oui, mais voilà, voilà. j'hésite encore. Mais j'entends bien votre remarque, voilà, je la comprends, elle est tout à fait justifiée. C'est à voir, à travailler. Je Merci. vous remercie. Oui. Madame De Villers, vous avez aussi une question? Oui, j'avais une question. Je travaille également pour une ETA et nous avons un numéro d'agréation titre-service que nous utilisons pour faire du repassage.
Et donc, ça veut dire que les utilisateurs sont multiples et ça veut dire aussi qu'il y a comme un filtre puisque c'est toujours une personne encadrante qui reçoit les mains à repasser. Il n'y a donc pas de travail sur un lieu privé autre que la centrale de repassage. Ouais. Je suppose que cette partie du décret ne nous concerne donc pas. Non. Non, c'est très rare, hein, c'est très rare, mais bon, oui, mais je pense qu'il est précisé justement au début quand cela se passe au domicile de l'utilisateur. Donc D'accord. ceci reste valable lorsque l'exécution de travail se passe au domicile de l'utilisateur. Je OK. pense que ceci sera valable, mais ce n'est pas la première fois que je reçois cette demande. Mais oui, en tout cas, oui, nous n'allons pas faire signer des conventions, pour uniquement un travail de repassage, quoi, ça c'est évident, ça n'a pas lieu d'être. OK. Merci de ta précision. Monsieur Couturier? On ne vous entend pas. Pardon, j'ai pas l'habitude. Donc Gianni, donc ici par rapport à l'avant-dernière intervention, donc sur les visites, j'avais enlevé ma main parce que tu avais répondu à la question, mais comme je vois que tu es en phase de réflexion, si j'ai bien entendu cette disposition, le but c'est de bien veiller au respect du bien-être et de la sécurité au travail au domicile des clients. Et donc, par conséquent, je pense que oui, ce que disait la deuxième intervenante est importante et que pratiquement, il sera compliqué d'aller présenter la travailleuse. Ça, c'est un autre but recherché pour moi. Et effectivement, ben voilà, dans les cas si ça devait être ça, ben, ça veut dire qu'à chaque remplacement, même si ce n'est pas un nouveau client, il faudrait faire cette présentation de la travailleuse sur le lieu du travail. Donc voilà, je pense que c'est important de laisser la possibilité à l'entreprise de visiter le lieu sans forcément avec la présence de la travailleuse. Si ça peut se faire, tant mieux, mais si ça ne peut pas se faire, ben, voilà. J'entends bien. Vraiment, là, je dis, et c'est ça aussi l'intérêt, l'intérêt pour le cabinet de pouvoir avoir ce type de discussion avec vous parce qu'il y a, je n'ai jamais géré de société titre service et donc vous êtes forcément confronté à des réalités de terrain, même si je connais bien le secteur, que voilà, vous avez une maîtrise que je n'ai pas sur cet aspect-là et donc voilà, forcément vous entendre par rapport à ça et dire que ça risque d'être assez compliqué. Moi, je ne le pensais pas. Vraiment, comme je l'ai dit, le but était, principalement de veiller au bien-être et à la sécurité. Maintenant, si ça devient une contrainte beaucoup trop grande pour l'entreprise, c'est à voir. Je ne peux pas me prononcer parce que voilà, de nouveau, voilà, je ne suis pas seul à décider et donc c'est une idée qui doit être soumise. Mais, voilà, je l'ai bien entendu et je trouve vos remarques, à ce niveau justifiées et donc, je verrai dans quelle mesure, nous pouvons en tenir compte. Et autre question à ce sujet, c'est y a-t-il, voilà, est-ce que par exemple, une aide ménagère expérimentée pourrait faire ce lieu de visite? Alors, d'un point de vue juridique, il sera indiqué, je pense, que c'est une personne habilitée à représenter l'entreprise. Ah, d'accord. Oui, parce que voilà, ce serait, Mhm. dis-toi Oui, bien qu'il y a des entreprises qui vont faire ça de façon très consciencieuse dans l'intérêt des travailleuses et d'autres qui vont considérer que c'est purement et simplement une contrainte de plus. Et donc, si on a moyen de l'évacuer très rapidement, ben, en disant, ben voilà, vous allez à 2 la première fois et avec deux travailleuses vont aller prester, et donc une a vérifié que tout était en ordre et l'autre, et l'autre travaille, ou bien elles vont toutes les 2 travailler. Je vois tellement la possibilité pour les entreprises de déroger à cette règle, qu'après ça devient compliqué. Donc c'est vraiment une personne habilitée à représenter l'entreprise. Donc, voilà, dans le cadre d'entreprise d'insertion, ça peut être l'accompagnatrice sociale, ça peut être, le gérant, ça peut être, la responsable des plannings, je ne sais pas, mais enfin, une personne habilitée à représenter l'entreprise et qui puisse le faire, ça c'est certain. Mais pas une travailleuse, pas une, je
peut-être devrais-je préciser alors dans l'arrêté, une personne qui n'est pas dans un travailleur qui n'est pas lié par un contrat de travail en titre-service. Je pense que je devrais préciser. Merci. Alors, je vois qu'il y a encore 3 personnes qui ont levé la main et il y a aussi des questions qui ont été posées par écrit dans la discussion. Je ne sais pas au niveau de la gestion du temps, si vous avez encore beaucoup d'explications à donner, Monsieur Nefanti? Non, non, non. Après, je n'ai plus et encore, je ne rentrerai pas énormément dans les détails parce que j'ai peut-être été un peu trop loin dans l'explication qui est donnée dans le PowerPoint. Enfin, vous l'aurez à titre informatif et vous pourrez le lire, mais c'est la manière dont on exclut. J'explique vraiment de façon très approfondie la procédure pour exclure un client, mais voilà, qui ne concerne pas directement l'entreprise. Voilà, je veux dire, ça peut aller très rapidement par la suite. On pourra en parler en 3 minutes, entre 3 et 5 minutes, ça peut être fait. Mais D'accord. voilà. Alors, on va continuer avec les questions orales d'abord et puis après, on pourra regarder les questions qui ont été posées dans la discussion. Donc, Ingrid, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Donc, je rebondis aussi sur l'accompagnement des aides ménagères. Donc, nos assistantes sociales font évidemment les visites à domicile avant que nos aides ménagères y aillent. Et effectivement, pour le terrain, c'est ingérable de combiner les agendas et du client, de l'aide ménagère et des assistantes sociales pour aller à domicile tous ensemble. Le problème, c'est que si on doit commencer à le faire avec chaque aide ménagère, on va perdre un temps fou pour pouvoir servir le bénéficiaire et ça va nous porter vraiment préjudice. Donc, quoi qu'il arrive, puisque c'est pour la sécurité, effectivement, elles y vont et ça, il y a vraiment aucun problème. Les assistantes sociales vont bien entendu avant chez l'utilisateur et les conventions sont signées déjà depuis des années, mais la visite avec l'aide ménagère en tant que telle, ça sera vraiment au niveau de la pratique du terrain très compliqué. Donc voilà, c'était juste l'information que je voulais aussi relever. Et pour le repassage, nous avons aussi des centres de repassage et nous, on rédige quand même une convention spécifique au repassage. Voilà, s'il fallait ou non la faire parvenir éventuellement à des personnes qui utilisent leur passage, moi, il n'y a pas de souci si elles veulent un exemplaire. Voilà. Ok, parfait. Mais, vous devez savoir aussi concrètement, hein, je ne vais pas. Enfin, je vois que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce point-là suscite autant de débats. On sert souvent de son expérience, je pense, au moment de vouloir créer quelque chose de nouveau. Et donc, moi, personnellement, à chaque fois qu'une entreprise est venue à mon domicile, l'accompagnatrice sociale, parce qu'en général, je passais par des entreprises d'insertion, était présente avec la travailleuse à chaque fois et j'ai toujours trouvé ça très bien et je me suis dit: «Voilà une très bonne idée». Je me sentais en confiance parce que j'avais cette personne que je voyais qui représentait l'entreprise. 2, je trouvais que pour la travailleuse, la première fois, voilà, je pense être quelqu'un de correct, mais voilà, peut-être que d'autres utilisateurs le sont moins et donc le fait d'être, accompagné, lorsque la travailleuse arrive pour la première fois dans le domicile, le fait d'être accompagnée de quelqu'un est peut-être plus rassurant pour elle et donc je trouvais que l'idée était très bien. Maintenant, je vous l'entends, j'ai du mal parfois à comprendre au niveau de la gestion. Je ne sais pas si vous avez tant de nouveaux utilisateurs. Et donc, le fait de se dire, tiens, c'est un nouvel utilisateur, l'aide ménagère va aller prester 4 heures à ce domicile. Nous allons un quart d'heure avant dans le cas que vous citiez, avec l'assistante sociale. Nous sommes là un quart d'heure avant, on passe en revue la maison avec l'aide ménagère. Ça me semble voilà, j'ai un peu de mal à voir le gros problème, même si je vous entends, mais voilà. Parce que je trouve que c'est d'autant plus logique que, au moment donné, où l'assistante sociale est là, l'assistante sociale ne sait pas toujours exactement en termes de temps, combien ça prend et autres. Et le fait d'avoir l'aide ménagère, donc ouais, voilà, concrètement, cette étage-ci, tu as moyen de le faire en 2 heures, oui, ça c'est moyen de faire en 2 heures, ça tu as moyen de le faire en 1 heure, ça tu as moyen de le faire en 1 heure. Donc OK, en 4 heures, normalement, tu pourrais faire la maison ou bien. Et je trouve que c'est bien d'être à 2 pour le faire parce que l'aide ménagère qui travaille et 2, celle qui est responsable un peu soit des plannings ou soit de la bonne gestion.
voilà, ça me semblait, moi, mieux d'être à 2 pour une première visite, mais je me répète, cela peut changer et j'entends j'entends vos remarques à ce sujet. Je vais, et nous allons en discuter au cabinet pour savoir si nous allons le modifier ou pas. Certainement. Oui, juste pour terminer sur ça, nous, ce sont évidemment les assistantes sociales qui, évidemment, qui vont à domicile. Ce n'est pas, par exemple, les personnes chez nous qui s'occupent du planning parce qu'on estime effectivement qu'il faut un encadrement adapté. Elles ont suivi aussi les formations d'encadrement par rapport aux travailleurs. Donc, bien sûr, on y va, mais il faut savoir que quand elles vont chez les utilisateurs, ça ne prend pas un quart d'heure. Quand elles vont faire signer la convention, ça prend plus d'1 heure. Donc voilà, il faut savoir que le temps, du coup, c'est tout à fait, c'est tout à fait réparti. Maintenant, effectivement, c'est toujours plus agréable pour la travailleuse qu'on puisse être en même temps. Maintenant, nous, on les voit avant chaque nouvel utilisateur et l'assistante sociale explique où elles vont aller et le travail qu'il y a à y faire aussi, sans forcément qu'on soit, je vais dire, chez l'utilisateur. Enfin voilà, c'était juste une réflexion. Oui, non, j'entends bien. Juste pour vous dire, et je vais dire ça dans un sens très positif, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais malheureusement, vous n'êtes pas représentatif du secteur à ce niveau-là. J'aimerais que ça se passe systématiquement comme ça. J'aimerais vraiment pour l'ensemble des travailleuses, mais je pense que dans 90% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Elles sont envoyées directement, dire voilà, telle adresse, monsieur ou madame, elles ont juste l'adresse et un point barre, et elles y vont pour la première fois. Voilà. Malheureusement, oui, j'aimerais que ça se passe toujours comme ça, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle on a été obligé de mettre cette phrase, mais qui peut-être ne correspond pas tout à fait et qui doit être modifiée. J'entends bien. Merci. Madame Hardy, vous pouvez prendre la parole. On ne vous entend pas. Madame Hardy? N'oubliez pas d'allumer votre micro. Bon, je ne sais pas, on va donner la parole à Madame Orban alors? Si vous voulez toujours poser votre question. Oui, tout à fait. Voilà. Je rejoins les personnes qui ont discuté avant. Au niveau de la mise en place, c'est beaucoup trop compliqué. Je prends mon exemple qui ne sera peut-être pas représentatif, mais je suis seule 90% du temps. Il y a une permanence à assurer. Le temps de trajet est trop long pour arriver sur le lieu des clients. Bon, bref. Maintenant, je me posais la question, est-ce que la conseillère en prévention ne pourrait pas se charger des visites? Et si oui, est-ce qu'on pourrait envisager une aide financière pour les heures qu'elle prendrait? Pour les aides financières, ça, je suis malheureusement pas habilité à vous dire oui, même si il y a très peu de chances en tout cas qu'il y ait une indemnité par rapport à ça. Je préfère être sincère, surtout que voilà, dans certains dispositifs en plus, dans le cas des entreprises d'insertion par exemple, l'accompagnement des travailleurs est financé, donc voilà, ce serait un double financement dans ce cadre-là, ce serait un peu compliqué. Bon, la dame qui va aller sur place, le temps de faire le trajet, se garer, voir la cliente, elle va prendre 1 heure, elle ne va pas le faire gratuitement. Donc, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise d'office. Oui. Oui. Et je peux vous dire qu'actuellement, avec les problèmes Covid, ça devient vraiment très compliqué. Avec la pénurie de personnel, les annulations, ça devient vraiment compliqué. Voilà, j'en suis conscient. Le but n'est pas de nuire à la rentabilité des entreprises, pas du tout. Même si, voilà, on est en région wallonne, pour information, largement supérieur à l'ensemble des autres régions en termes de subventions. Concrètement, par rapport à la Flandre, nous offrons 50 cents de plus de 50 cents de plus que par heure de travail quoi. Donc c'est quand même assez conséquent, quoi. Donc voilà, c'est vrai que
J'avoue, pour certaines de ces obligations, ça nécessitera soit un coût administratif, soit ça peut avoir un impact, mais sur l'ensemble, en tout cas, ça sera bénéfique pour pour l'ensemble du secteur, je pense. Ok, merci. On va peut-être passer aux questions qui ont été posées par écrit. Il y a Madame Hardy, en fait, qui n'arrivait pas à activer son micro. Donc, elle demande si le temps de travail et de formation concerne aussi les repasseuses avec un contrat titre-service. Oui, donc c'est bien précisé, hein, donc c'est bien chaque travailleuse dans un contrat titre-service. Merci. Et alors, il y avait Madame Reginster qui avait fait des remarques concernant le temps de formation. Elle disait que le contexte du Covid va peut-être empêcher l'organisation des formations cette année. Oui, ça alors, forcément en fonction de cas exceptionnels, à temps exceptionnel, mesures exceptionnelles également. Je veux dire, voilà, je vous rappelle, je le redis encore, mais le but n'est pas de sanctionner les entreprises. Donc ici, si, c'était compliqué, si les formations sont compliquées à gérer suite au Covid ou qu'il y a des fermetures du secteur ou autres, forcément nous en tiendrons compte, quoi. Ça c'est évident. On doit tenir compte de cela, d'autant que, vous devez savoir que nous sommes assez contre, les formations à distance pour les travailleuses. Voilà, en règle générale, en tout cas, au niveau du fonds de formation, quand une proposition de formation arrive au cabinet et qu'elle concerne, une formation à distance, heu, rares sont les fois où nous acceptons. Donc, dans le cadre du Covid, il faut rester cohérent. S'il n'est pas possible de mettre plusieurs travailleuses dans une même pièce parce que les règles sont trop strictes, forcément, nous serons obligés de revoir ces obligations et nous pourrons, voilà, il faut être capable d'être flexible encore une fois, quoi. Je veux dire, ce n'est pas une règle que nous imposons pour être bête et méchant là-dessus, quoi, pas du tout. J'imagine que ça rentrera dans le concept de force majeure si la formation est annulée. Ça pourrait rentrer dans le cas de force majeure. Voilà, ça c'est à voir, quoi, mais bon, en espérant que tout se mette en ordre, voilà, en espérant qu'on aille vers des temps meilleurs. Et alors, Madame Reginster disait aussi que les formations pourraient être destinées aux gestionnaires d'entreprise, en précisant que la meilleure des formations pour les techniciennes de surface, c'est le suivi par un coach sur place. Oui, mais ce n'est pas, encore une fois, je le répète, dans le cadre du cadre du fonds de formation titre service, ce sont des formations sur place qui peuvent parfois être, qui sont également remboursées. Mais je vous dis, pour cela, rien n'empêche de pouvoir de les proposer pour qu'elles soient, agréées par le fonds de formation, pour autant qu'elles le soient. Moi, vraiment, il y a aucun souci par rapport à ça. Vraiment aucun souci. Je vous dis, le but est d'être assez large, à l'heure actuelle. Je réinsiste parce que je vois les questions parfois défiler pendant que je suis en train de parler. Oui, il s'agit bien de nouveaux uniquement pour les nouveaux utilisateurs et encore, si l'utilisateur, si l'entreprise n'est pas au courant, ne connaît pas l'utilisateur, mais que l'utilisatrice avait l'habitude de se rendre auprès de cet utilisateur, il n'y a même pas besoin pour l'entreprise de faire cette visite. Parce que je sais que de temps en temps, il y a des transferts de travailleuses d'une société vers une autre. À ce moment-là, je veux dire, une entreprise qui reprendrait, par exemple, une autre entreprise, l'ensemble des travailleuses d'une entreprise, par exemple, ne serait pas obligée d'aller refaire l'ensemble des visites, étant donné que les travailleuses avaient déjà l'habitude de se rendre auprès des utilisateurs. Il s'agirait, dans ce cas-là, des nouveaux utilisateurs, soit pour la travailleuse, soit pour l'entreprise. Mais c'est un ou, pas un et. Voilà. D'accord, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions, ni oralement, ni par écrit. Donc voilà, on peut peut-être continuer avec la suite. Alors, c'est un passage que j'aime un peu moins parce que forcément, qui dit sanction, c'est pas le passage le plus gai de la présentation.
Pour ces sanctions, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce sont des sanctions liées à des obligations qui étaient déjà présentes dans le décret, donc qui ne viennent pas d'une nouveauté que nous venons d'apporter, mais qui viennent de la pratique. De la pratique. Concrètement, j'étais l'ancien président de la commission d'agrément des entreprises titres services. Et donc, tous les mois, certaines entreprises qui avaient reçu un contrôle de l'inspection et pour lesquelles le contrôle de l'inspection avait été négatif, donc passaient devant la commission. Et donc, on analysait le rapport. Très souvent, il s'agissait d'infractions mineures. Donc, vraiment, on voyait bien qu'il n'y avait pas une volonté de fraude. Le but n'était pas là. On voyait bien, mais c'est tout un tas d'éléments de non-respect de la loi et qui était assez démotivant d'ailleurs pour les inspecteurs qui constataient mais, tout un tas d'infractions. Et pour finir, je vais dire concrètement, une entreprise qui, je prends le premier cas, représentait l'utilisateur, c'est-à-dire le cas fréquent, l'utilisateur a oublié de signer son chèque, l'entreprise signe le chèque à la place ou met une croix ou indique lui-même fait lui-même les annotations sur le chèque, c'est une représentation de l'utilisateur, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, les deux sanctions qu'avait la commission d'agrément étaient soit la suspension de l'agrément, soit le retrait de l'agrément. Je me vois mal retirer l'agrément à une entreprise qui a juste commis cette petite erreur-là. Donc, mais encore une fois, la loi, c'est la loi et chacun est tenu de la respecter par rapport à ça. Donc, sachant d'autant plus que nous avons à présent une cellule des sanctions administratives au sein de la région wallonne, nous devons, pour chaque non-respect de la loi, appliquer une sanction. Et donc, c'est ce que vous allez trouver un peu plus bas, c'est l'ensemble des choses qui étaient prévues par la loi, qui en général n'étaient pas respectées, mais qui maintenant vont faire l'objet de sanctions administratives. Alors, je les reprends tous. La représentation de l'utilisateur, j'en ai parlé. Deuxièmement, mais vous apprend rien, à partir du moment où on cherche à augmenter, on doit augmenter les heures de travail, donner en priorité à celui qui a un temps partiel et qui est présent dans son entreprise et qui a des allocations de chômage. Ben voilà, l'employeur doit le faire. La travailleuse peut refuser, mais l'employeur doit prioritairement s'adresser à ces personnes-là. Détention des codes utilisateurs, ça va très très souvent. Alors, je sais que dans certains cas, c'est fait dans le but d'aider la personne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui utilisent des titres-services pour qui l'utilisation d'internet pour commander ou bien de voir des virements et autres est très compliquée et donc parfois certaines entreprises détenaient les codes des utilisateurs pour pouvoir eux-mêmes passer la commande des titres-services et autres. Alors, je sais que parfois ça part d'un très bon sentiment et c'est fait sans aucune mauvaise intention, sauf que si vous saviez le nombre de fois où il y a eu des fraudes parce qu'une société détenait les codes des utilisateurs, vous n'en reviendrez pas. Et donc, voilà, on a décidé de maintenant sanctionner, sanction qui est comprise entre 25 et 250 €. Autre sanction. La règle des 60%. Alors, deuxièmement, la session d'information tous les 3 ans. Alors, on s'est rendu compte que les gérants d'entreprise ou les personnes dans les entreprises n'étaient pas toujours au fait des nouveautés de la loi. Et donc, se basaient depuis des années en une société de titres-services depuis 10-15 ans et n'étaient pas du tout au courant des nouvelles dispositions du secteur. Et donc, à présent, il est obligatoire pour les gérants des entreprises de se rendre à une session d'information. Ça peut être le gérant, ça peut être une autre personne responsable de l'entreprise. Mais en tout cas, à chaque fois que tous les 3 ans, vous devrez le faire. On a choisi 3 ans parce qu'en général, la loi change tous les 3 ans. En moyenne, depuis que les titres-services ont été créés, il y a eu des modifications tous les 3 ans. Et donc, nous avons pris 3 ans. Donc, vous devez contacter le forum
et participer à une session d'information du forum. Voilà, c'est assez rapide, ça dure une journée et il vous remettre un certificat, certificat qui sera demandé en cas d'inspection. Et donc, si au sein de l'entreprise, une personne n'a pas suivi cette session d'information, eh bien, ce sera une sanction administrative sera possible, avec, si ce certificat date de plus de 5 ans, la possibilité d'avoir un retrait, une suspension d'agrément. Alors, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'une entreprise n'a plus fait de session d'information depuis 10 ans qu'on pourrait lui retirer on pourrait retirer son agrément. En général, si on devait retirer un agrément, c'est que cette obligation n'est pas la seule et vient s'ajouter à de nombreuses infractions qui ont été constatées dans l'entreprise. Et donc, c'est vrai que ça en remet. Et donc, à un moment donné, il y a tellement de non-respect de la législation qui font que, voilà, on ne peut pas dire non, non, là, on doit supprimer l'agrément. Non, mieux vaut être au courant de toutes les obligations. Et donc, on souhaite vraiment que on se remette à jour, on se recycle régulièrement au sein de l'entreprise et donc la personne sera chargée à ce moment-là de donner les informations au sein de son entreprise. Maintenant, libre à l'entreprise de déterminer quelle est la personne la plus apte à se rendre à cette session d'information. Troisièmement, pas de contrôle que les prestations concernant les activités de transport, alors accompagnant de personnes à mobilité réduite, sont uniquement fournies en faveur de... Je ne poursuis pas. Ça veut dire quoi concrètement? Que parfois, certaines entreprises faisaient du transport de personnes à mobilité réduite alors que ces personnes ne pouvaient pas, entre guillemets, ne pouvaient pas être considérées comme personnes à mobilité réduite. Et donc, voilà, très peu de sociétés font encore du transport de personnes, mais certaines le font encore. Avant de le faire, vraiment, soyez bien certains ou certaines que ces personnes peuvent bénéficier peuvent être considérées comme personnes à mobilité réduite et rentrent bien dans le cadre de l'article 1er alinéa 5 de l'arrêté royal du 12 décembre. Voilà, pour les sanctions administratives, voilà les nouveautés. Il me reste juste à vous parler de l'exclusion des utilisateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait vraiment, on a eu beaucoup de discussions par rapport à cela, au niveau du gouvernement, avec l'inspection des finances, avec le Conseil d'État. Enfin voilà, ça a été assez mouvementé sur cet aspect-là parce que voilà, des fois on pense avoir une très bonne idée et puis voilà, il faut que tout se fasse dans le respect des compétences de chacun. Et donc voilà, finalement nous avons réussi à trouver un texte en tout cas qui satisfasse tout le monde. Concrètement, cela se passe comment au niveau de l'exclusion des utilisateurs? Eh bien, soit l'entreprise, soit l'utilisateur, soit un délégué syndical, soit toute personne habilitée au courant, excusez-moi, voilà, au courant d'une plainte et qui dépose plainte auprès de l'administration sur un utilisateur, il va avoir une démarche qui va être entamée par l'inspection par l'inspection sociale afin de vérifier les faits. Alors, c'est une procédure qui va être assez longue. On ne va pas commencer à exclure des utilisateurs, sans preuve non plus, donc il faut être très, très prudent, avec ça et donc voilà, nous avons vraiment mis en place, je crois, une procédure assez complexe, mais qui pour vous, finalement sera assez simple. C'est dire, voilà, vous êtes au courant, votre travailleuse s'est plaint, d'un mauvais comportement de la part d'un utilisateur, dites-le nous. Simplement le fait de, le dire dans un premier temps et l'inspection, voilà, ira interroger la travailleuse, l'entreprise, se rendra auprès de l'utilisateur et toute une enquête sera mise en place. Un rapport assez complet sera fait auprès de la cellule. Alors, la seule chose à laquelle il faudra être particulièrement attentif, c'est vous, à un moment donné, c'est que certains utilisateurs qui vont être exclus vont apparaître dans le système. Alors, on ne va pas créer un listing parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit, on ne peut pas mettre la liste avec tous les noms des personnes qui ont eu un mauvais comportement, mais simplement vous, la première fois, à un moment donné, quand vous essayerez de taper
en introduisant un chèque ou autre, vous recevrez de Sodexo un avertissement en disant attention, cet utilisateur ne peut pas ne peut pas avoir de prestation à son domicile ou ne peut plus commander de chèque. Je vous rassure, cette prestation, si la première prestation a eu lieu, vous sera remboursée. Par la suite, si vous avez reçu ce message en vous disant attention, cet utilisateur est exclu et que vous continuez à vous rendre là-bas, à un moment donné, les chèques ne seront plus remboursés. Donc, pour la première visite, forcément, vous ne pouvez pas être au courant. C'est au moment d'introduire le chèque que vous le verrez, que cet utilisateur est exclu. Mais par la suite, si vous continuez à vous rendre chez l'utilisateur, forcément, les prestations ne seront plus remboursées. Et donc, il conviendra d'être attentif à cela. D'où aussi l'intérêt pour un nouvel utilisateur, quand vous l'avez, n'attendez pas 6 mois avant d'introduire les chèques, parce que voilà, parfois 3, 4, 5, 6 prestations peuvent avoir lieu, vous commencez à introduire vos chèques, vous vous rendez compte que l'utilisateur ne pouvait pas avoir de prestations, et donc forcément vous risquez d'être pénalisé. Donc il faudrait être attentif par rapport à ça. Vraiment, comme je vous l'ai dit, le but est vraiment d'éviter que ces utilisateurs continuent entre guillemets à recevoir des prestations alors qu'ils n'ont pas et qu'ils ont des comportements malveillants avec les travailleuses. Que vous dire d'autre par rapport à cette exclusion? Ça, je ne vais pas rentrer. Oui, j'ai vraiment été trop dans le détail peut-être pour cet aspect-là des choses. Voilà, vous pourrez lire, c'est vraiment la manière dont cela va se passer en interne. Savoir aussi que c'est la ministre qui, in fine, décidera de la sanction, de l'exclusion ou pas de l'utilisateur sur base du rapport qui nous sera remis. La première fois, ce sera 1 an d'exclusion, et si il s'agit d'une récidive, on pourra aller jusqu'à 5 ans. Voilà. J'ai vu une question passer. Alors, il est décrit clairement. Tout comportement, je vais dire que ce soit un comportement discriminant par rapport à la couleur. Voilà, c'est aussi à nous signaler. J'ai eu pas mal d'entreprises chefs d'entreprise qui m'ont envoyé des mails de clients en disant, ben voilà, je veux bien avoir une aide ménagère, mais je vous interdis de m'envoyer une personne de couleur, par exemple. Ça, c'est un élément que vous devez nous signaler parce que c'est un comportement discriminant. On ne souhaite pas ce type d'utilisateur. Les utilisateurs qui ont des comportements malveillants, abus sexuels et autres, ou bien attouchement, ou qui essaieraient, ou bien propos déplacés, ou bien mauvais traitement sur la personne. Voilà, ça peut être assez large du moment qu'il y a un comportement que vous estimez ou que la travailleuse estime non conforme et pas adapté à ce qu'elle est en train de faire. Nous allons vraiment insister pour essayer en tout cas de faire le maximum pour que cette travailleuse, un, se sente écoutée, et deux, essayer de résoudre ces problèmes-là. Voilà, on fera de notre mieux à ce moment-là. L'inspection devra se rendre sur place et regarder ce qui est possible de faire ou autre. La maison qui ressemble à un dépotoir, non, on n'est pas dans ce cadre-là. On n'est pas dans ce cadre-là. Ça, c'est l'entreprise qui devra gérer. Non, je parle vraiment ici de comportement que ce soit dans les gestes ou que ce soit dans la parole, voilà, qui ne sont pas convenables par rapport à la travailleuse. Voilà de quoi, mais pas par rapport à l'état d'une maison, ou autre. Voilà. Proposition, oui, voilà, c'est purement factuel ici. Voilà. Ministère d'Octobre. Voilà, pour moi, attendez, je regarde si je ne pense pas avoir autre chose à vous présenter. Non, voilà. Donc, pour l'exclusion des utilisateurs, donc, simplement, je dirais la démarche est simple. Tenez au courant l'administration de faits qui seraient arrivés à vos oreilles ou pour lesquels une travailleuse se serait plainte. Ça peut être vous, ça peut être la travailleuse, ça peut être le délégué syndical. Enfin voilà, on risque de recevoir des plaintes et le but vraiment est de faire allez, on sait qu'il y en a quelques-uns. On va essayer vraiment de les exclure assez rapidement des utilisateurs parce que voilà, c'est juste inacceptable par rapport aux travailleuses. Elles ne peuvent pas se sentir en danger ou maltraitées au cours de leur travail. C'est juste inacceptable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier point qui vient d'être évoqué? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà une question orale. Catherine, vous pouvez prendre la parole.
Oui, c'est pas pour le dernier point, mais vous aviez un petit tiret sur votre PowerPoint concernant les 60%. Il n'y a pas de changement. Vous n'en avez pas Non. parlé. Donc, Non, il n'y en a pas. C'est juste le respect de cette règle. d'accord. Et concernant la session d'information tous les 3 ans, c'est quel service du forum qu'on doit contacter? Ils font ça régulièrement? Enfin, voilà, comment est-ce que concrètement on s'inscrit à cette formation? Si vous téléphonez au forum, section titre service, il organise, je dirais, je ne saurais pas vous dire la fréquence, mais au moins tous les mois. Au moins tous les mois, une session d'information qui, au départ, était adressée aux nouveaux aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans le secteur du titre-service, nouveaux gérants. Maintenant, je pense qu'ils vont devoir revoir quelque peu leur formation pour créer des formations plus adaptées à celles qui connaissent le système, qui sont déjà dans le système, mais qui, parfois, il est bon de rappeler certaines règles. Voilà, tout le monde n'est pas toujours au fait des dernières nouveautés. Et donc, c'est l'occasion d'en parler. Honnêtement, pour avoir déjà eu certains retours de chefs d'entreprise, ils étaient particulièrement satisfaits parce que parfois le fait d'être confronté avec d'autres entreprises et voir certaines bonnes pratiques qui étaient faites et d'autres et des choses qu'on n'imagine pas toujours, et le fait de pouvoir en parler, voilà, on peut voir ça de nouveau comme une contrainte, mais vous pouvez également le voir comme une façon peut-être d'améliorer parfois encore certaines choses au sein de votre entreprise. Ok, merci. Je pense que c'était la seule personne qui a levé la main. Par contre, dans la discussion, je vois que Rosemary de la CODEF a fait une remarque concernant le financement des formations. Je la rejoins d'ailleurs sur cette remarque. En fait, les ASBL n'ont pas droit au chèque formation. Et donc, ça crée une discrimination entre les ASBL titre service et les autres entreprises titre service. Et on se demande en fait s'il y a une réforme qui est prévue à ce niveau-là pour permettre aux ASBL d'avoir accès au chèque formation. Oui, les chèques formation ne sont pas les seuls, le seul dispositif dont on tiendra compte pour les heures de formation. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire parce que ce n'est pas moi qui gère je ne suis pas le responsable formation au sein du cabinet, donc je ne peux pas vous le dire. Je ne saurais pas vous le dire à l'heure actuelle, mais voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, au niveau du chèque formation, Céline Marchal s'en occupe, mais je ne saurais pas vous dire s'il est prévu ou pas. Mais enfin, voilà, je pense qu'il y a d'autres dispositifs aussi qui sont accessibles aux ASBL et qui peuvent rentrer dans le cadre des heures qui peuvent être prises en compte pour les obligations de formation. Mais ça reste un financement quand même assez important auquel nos membres n'ont pas accès, donc c'est quand même, ce serait quand même intéressant si les ASBL pouvaient y avoir accès. Et cette réforme des titres services est peut-être l'occasion justement d'y repenser. Écoutez, Mais quoi qu'il en soit, je vais transmettre cette information et cette demande à ma collègue qui est en charge des formations. Il y a pas de souci, je lui dirai. Je peux vous dire son nom, donc c'est Céline Marchal, si jamais vous souhaitez la contacter. Elle pourra vous en dire plus. C'est un mécanisme que je connais moins, donc voilà, je ne me lancerai pas dans cela et je ne sais pas ce qui est prévu ou pas au niveau des changements par rapport au chèque formation. Donc ça, je ne pourrais pas vous le dire. D'accord, merci. Et alors, il y avait encore, oui, Madame Reginster qui disait que on marche sur des œufs quand il faut faire un signalement d'un abus de la part d'un utilisateur, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre bien souvent. Ce ne sera pas à vous à trancher, hein. Je vous rassure, c'est ça que je trouve intéressant dans la manière dont on a mis ça en place. On ne va pas confronter l'entreprise, le travailleur et l'utilisateur. On ne va pas se mettre autour d'une table en train de discuter. Juste nous tenir au courant, l'administration, qu'il y a eu un souci, ou en tout cas qu'une travailleuse s'est plainte d'eux, et puis après l'administration fait son travail. Je me doute que ce n'est pas évident, mais à aucun moment il va s'agir de dire telle personne, enfin oui, dans le cas de la travailleuse, oui, si c'est le cas, forcément l'utilisateur aura le nom de la travailleuse, mais si c'est quelqu'un de l'entreprise, c'est pas madame qui porte plainte contre eux, c'est pas une plainte en tant que telle, quoi. C'est un signalement d'un comportement abusif ou qui n'est pas bienveillant envers la travailleuse, et vous nous tenez informés de cela. Ben,
On va voir comment cela se passe. On va voir. Peut-être qu'on va être totalement dépassé. Peut-être que ça ne va pas avoir un succès. On ne sait pas. Mais on voulait mettre en place. Ce sentiment d'impunité, en fait, était très désagréable pour nous, de se dire que certains utilisateurs pouvaient continuer à avoir, avec bon nombre de travailleuses des comportements abusifs. Voilà, c'était juste insupportable. Et donc, l'idée d'essayer de mettre quelque chose en place, voilà, on va tout de suite voir quels sont les avantages, quels sont les défauts. C'est neuf. Aucune des autres régions, comme à peu près tout ce qu'on a proposé ici, aucune autre région ne le fait. On essaie de faire avancer les choses. Il y a des choses qui vont très bien fonctionner, d'autres peut-être un peu moins bien. Sur certains aspects, on se trompe peut-être et on sera amené à corriger et à modifier certaines choses. Voilà, nous sommes ouverts, on se rend. Je n'ai pas la prétention de croire que notre texte est parfait et on se doute, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une jurisprudence qui va se créer. On va voir un peu tout ça. Mais enfin, voilà, on voulait faire avancer les choses et en tout cas, je pense que ce qui se trouve sur la table correspond à ce que Madame la ministre souhaitait mettre en place, en tout cas comme protection et comme amélioration des conditions de travail des travailleuses. Voilà. Je viens de voir un message passer concernant la convention type. Donc, le courrier est parti. Donc, tout ce qui relève d'une obligation, d'un relevé, que ce soit pour les heures hebdomadaires, que ce soit pour les heures de formation et autres, tout cela, vous recevrez un courrier, soit le courrier, soit le document type, entre guillemets, tout cela, voilà, que vous ne serez pas obligé d'utiliser, mais que vous pourrez utiliser et qui sera, voilà, adaptable forcément. Mais vous recevrez tout ça au cours j'espère dans le premier trimestre, vous devrez avoir, vous aurez tout ça. Donc tout ça sera envoyé, j'imagine que c'est soit via Sodexo, soit l'administration. Voilà, ben, vous aurez tout ça normalement en cours d'année sans faute. C'est prévu. Il y a encore des questions qui arrivent. Je ne sais pas au niveau du timing. Je pense on a terminé. Il est bientôt midi. Oui, je suis pas. Voilà, s'il faut poursuivre, je préfère qu'on termine et que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je ne suis pas à un quart d'heure, une demi-heure près. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande si vous avez déjà un contact à transmettre pour les inscriptions à la session d'information du forum. Écoutez, au forum, vous pouvez contacter le service de Candice Mondo. Donc, Mondo s'écrit M-O-N-T-O. Comme monde en italien. Mondo. Candice Mondo au forum. Je pense qu'en tapant Candice Mondo forum, vous allez directement tomber sur le service. Et ou à l'administration, vous pourrez contacter Monsieur Crahay. Donc, ça s'écrit C-R-A-H-A-Y. Donc, Crahay Yuri. Y-O-U-R-I. Crahay Yuri. Donc, l'un ou l'autre sera vous dire comment s'inscrire parce qu'il participe à deux. Donc, c'est à la fois l'administration et à la fois le forum qui assure, étant donné que le dispositif est géré par les deux, dans la pratique, eh bien, les deux sont présents et ils peuvent répondre à l'ensemble des questions. Je pense que ils sont là depuis le départ. Ce sont vraiment des personnes d'expérience et je pense qu'ils peuvent répondre à quasi toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci. Quelqu'un demande, doit-on refuser les clients qui ne sont pas capables de faire leur inscription et qui demandent donc à l'entreprise de le faire à leur place, puisque ça implique d'avoir leur code, ce qui est interdit. Et comment aider ces personnes sans se mettre en tort? Alors, la détention, c'est le fait de garder le code. Qu'il y ait une aide qui soit donnée, la personne est à côté, et vous aidez à l'inscription, je pense que ça ne pose pas problème. Je veux dire, à la limite, vous le fassiez vous-même avec le code de l'utilisateur et que l'utilisateur est à côté de vous, et une fois que l'utilisateur est parti, vous déchirez le code. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce n'est pas l'aide qui est interdite, c'est le fait de le faire sans sa présence. Et puis de conserver après les codes et continuer à le faire malgré qu'il ne soit pas là. Certaines personnes ont continué à acheter des chèques avec les codes de l'utilisateur. Ça s'est fait. On a vu tellement de choses, honnêtement. Des fois, j'étais surpris par l'ingéniosité de certaines entreprises et de certains gérants pour avoir des comportements frauduleux. C'est juste inimaginable. Donc voilà. Donc oui, je me doute que dans certains cas, cela est fait de façon bienveillante afin d'aider l'utilisateur qui n'a pas toujours les compétences techniques ou
ou le matériel nécessaire que pour pouvoir le faire. Mais voilà, je dirais, faites-le de façon intelligente. Enfin voilà, sans que ce soit pris péjorativement, hein. Merci. Et alors, une dernière question que je vois par écrit. Est-ce qu'il faut faire signer de nouveaux contrats à tous les anciens clients s'il manque des mentions qui sont rendues obligatoires par le nouveau décret? Oui. Oui, oui. Oui, donc il faut vraiment, vous devez disposer de tous les contrats utilisateurs. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche, par rapport à vos anciens contrats, c'est simplement des avenants, hein. Donc vous pouvez, créer juste un avenant qui permettra, pour que le client ne soit pas surpris à relire, un contrat qui ferait, 5-6, 7 pages, dire: «Ben voilà, la législation nous contraint à ajouter telle et telle mention au sein du contrat, voici les nouveautés et merci de signer cet avenant, au contrat». Voilà, cela suffira. Mais oui, il faut le faire pour tous les utilisateurs. Mais comme je vous le dis, vous avez 1 an pour le faire. Mais je me doute avec certains, c'est parfois plus compliqué. J'en suis conscient. J'en suis conscient, voilà, je suis désolé pour cet aspect, pour ces clients-là, mais malheureusement, il faudra le faire pour chaque client. D'accord. Je pense qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez encore une, la poser oralement. Moi, je pense que plus personne n'a de questions. Un grand merci, Monsieur Nfanti. C'était vraiment très intéressant et très instructif. Très bonne présentation Parfait. et qui sera très utile à beaucoup, je pense. Merci aux participants aussi. Et voilà, une bonne journée à tout le monde et un bon appétit. Parfait, merci à vous et donc voilà, j'ai bien entendu en tout cas vos remarques sur certains aspects et voilà, je vais, prendre contact au sein du cabinet pour savoir ce qui peut être changé ou pas et quoi qu'il arrive, je vous reviendrai par rapport à cela. Je vous envoie le PowerPoint d'ici quelques minutes, ainsi vous pourrez, sans faute le distribuer à l'ensemble des participants. Parfait, merci beaucoup. Voilà, je vous en Merci. prie, bonne journée à tous. Merci. Merci. Bonne Merci. Au journée. revoir. Au revoir.